Bonjour, bienvenue dans ce podcast. J'ai le plaisir d'être avec mon ami Jean-Paul Crène, fondateur de la société VUCA Stratégie. Et depuis des années, ensemble, nous mettons en place des webinaires autour des questions entre le management et la technologie. Et à fin 2022, Jean-Paul, tu te souviens, je me rappelle tout à fait. On est en train de plancher sur l'idée de quels sont les webinaires que l'on va faire. Et là, tu me dis, il y a l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est quelque chose, c'est un tsunami. Et en fait, on doit faire des webinaires autour de ces questions. Et donc, on va, dans un premier temps, s'interroger sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui change, quelles sont les critiques qui sont faites autour de ça. On en connaît un grand nombre. L'emploi, les hallucinations, c'est une arme de destruction massive. Attention, il y a des dangers, il faut faire un moratoire. Et puis de l'autre côté, les questions en disant qu'autour de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a plein de métiers qui vont en fait l'utiliser. Et en même temps, on va voir autour de ça des questions autour de l'intelligence artificielle générative et puis les agents d'intelligence artificielle. C'est à peu près... Ah, c'est exactement ça. Et puis également, tout de suite, tu rebondis sur le fait qu'au niveau du droit, au niveau juridique, en termes de responsabilité, que ce soit l'entreprise, responsabilité individuelle, eh bien, en fait, c'est l'ensemble, en tout cas une bonne partie du corpus juridique qui est impacté. Oui, et puis on peut dire que souvent dans beaucoup de domaines, le droit est toujours à la traîne. Et là, depuis quelque temps, je ne me permettrai pas de dire une telle chose. Non, mais souvent le droit, il attend que la société, et puis il y a des règles. Là, en fait, on a vu aussi bien avec le RGPD en matière de compliance, on l'a vu également avec toute la loi sur la confiance dans l'économie numérique ou avec l'IA Act, que le droit met en place parce qu'il ne veut pas laisser faire. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux big tech. Donc il faut réguler. Ça, je suis très heureux que tu en parles. En effet, alors, on peut se dire que finalement, le droit européen n'a pas eu trop de retard parce que l'économie européenne, en termes d'innovation, est en retard par rapport aux big tech et notamment aux big tech américaines. Mais en effet, c'est sans doute une question de survie, de faire en sorte que cette technologie qui va au-delà d'une technologie, puisque c'est un ensemble de technologies. L'IA, c'est plus un concept, en fait. Donc, c'est extrêmement vaste. Et ça, il y a il y a la Silicon Valley, avec les big tech américaines, et le Parti communiste chinois. En gros, c'est ça. Ouais. Ce sont si on est dans l'extrémisme. Et puis, il y a l'Europe avec son éthique. Voilà. Non, mais c'était très intéressant. C'est Platon contre Aristote. C'est l'éthique qui s'est mis en place à un moment donné. Et donc, on est là par rapport à quelque chose qui résonne, dont on ne sait pas comment elle résonne. C'est aussi un point avec un raisonnement mathématique. Et on ne sait pas où elle va, mais elle donne des réponses. Et elle va nous surprendre. Et en fait, comme le futur n'est pas écrit, le fait qu'on ait les IA, et notamment les IA génératives, et on y reviendra, quelque part on ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire que cette boîte de Pandore allait être ouverte de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Mais on ouvre quelque chose, et c'est en cela où le cadre du droit et finalement la responsabilité, les responsabilités collectives et individuelles viennent intervenir. Pourquoi en 2022 déjà tu sens cette arrivée, ce tsunami technologique arriver là-dessus, au-delà des hypes de Gartner? Et voilà, oui, oui, là, si tu me prends par les sentiments, évidemment, mon cher Gérard. En fait, je pense que c'est juste une projection de tendances lourdes. C'est-à-dire que bien souvent, on oublie que l'Internet, c'est avant tout du traitement informatique. Et Internet, c'est un réseau. Et finalement, on est dans cette révolution des algorithmes qui a été diffusée avec le web, mais dont finalement l'intelligence artificielle est la continuité naturelle, puisque la clé de l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte d'apprendre finalement. En fait, je pense que cette étape de fin 2022, c'est l'IA générative.
hein. Et l'IA générative, c'est quoi? C'est finalement donner accès à l'IA à tout le monde. Puisque l'IA, ça date, il y a plusieurs écoles, mais on va dire que ça date du début des années 90. Hein. Et une bonne partie de l'IA, c'est une IA qui est sur des serveurs et qui n'est pas ouvert à tout le monde. Hein, ce sont des investissements énormes. Hein, alors qu'avec ChatGPT, on se trouve avec tout un chacun qui a accès à l'IA. Et donc, du coup, tout le monde est concerné. Oui, mais tu te rappelles, les premiers webinaires que l'on faisait, la crainte est de dire les emplois vont disparaître. Ah, c'est clair. Les emplois vont disparaître. Alors, oui, mais enfin, bon, Gérard, tu sais bien que un des vecteurs de communication numéro 1, c'est tout de même la peur. Hein, la peur fait vendre. Hein. Et donc, je pense qu'un certain nombre d'acteurs, y compris ceux qui ont créé ChatGPT, hein, ont beau jeu de dire faites attention. Hein, parce que d'une part, ils captent ainsi justement l'attention, et puis ils montrent qu'ils sont éthiques, responsables, etc. Et il est vrai que de toute façon, comme toutes les grandes innovations technologiques, et tu as tout à fait raison de souligner le fait qu'à mon sens, et je suis loin d'être le seul, l'impact de l'IA, et notamment de l'IA générative, est aussi important que l'Internet. Hein. C'est une démultiplication, en fait, de l'impact au niveau non seulement des emplois, mais on y reviendra, mais également de l'apprentissage, mais également de la création, etc. Et qu'est-ce qui a changé dans le retail avec l'intelligence artificielle ? En fait, ce qui a changé dans le retail avec l'intelligence artificielle, c'est un peu les changements qu'il y a eu dans les autres secteurs d'activité, c'est-à-dire que c'est des changements par rapport à l'interaction avec l'utilisateur, c'est-à-dire que finalement, il y a un dialogue plutôt que feuilleter un catalogue comme au bon vieux temps de la Redoute. Je ne sais pas si c'était le bon vieux temps d'ailleurs, mais bon, voilà. Feuilleter un catalogue papier, on s'est retrouvé dans une situation, et on se retrouve de plus en plus, hein, les innovations d'Amazon par exemple l'année dernière le prouvent, où on est plutôt dans une interaction, et cette interaction, elle est sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise du retail. C'est-à-dire que il y a une interaction, bien sûr, au niveau de l'utilisateur, du client, mais également, il y a des interactions avec les fournisseurs, avec les prévisions des ventes, etc. etc. Hein, alors, moi, je me souviens dans les premières présentations, les questions qu'on posait, c'est de dire comment on pilote un projet, comment on introduit à l'intérieur d'une entreprise l'intelligence artificielle. Oui. Et donc là, je me rappelle, on avait une sorte de slide que l'on avait mis en place en disant, voilà les questions qu'il faut se poser pour l'introduction d'une intelligence artificielle. Tu te rappelles un petit peu de tout ça ? Oui, tout à fait. Oui, je te remercie de le souligner. En fait, ce qui est clé dans l'intelligence artificielle, c'est que comme elle est accessible à tout le monde, on peut en faire tout et n'importe quoi. Et il y a en fait 2 éléments clés, même 3. Le premier élément, c'est à quoi ça va servir, en quoi ça va m'aider à créer plus de valeur pour mes clients, pour mon marché, pour également mes utilisateurs internes. Et puis, le deuxième point, ça va être quelles sont les données que j'ai à disposition. Parce que de l'IA, et on l'avait vu dès le démarrage avec la problématique de la santé, c'est que si l'entreprise, si l'organisation n'a pas des données, alors on avait même parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, du fait qu'il ne fallait pas uniquement avoir des données de qualité, mais un niveau d'excellence de la donnée. Hein, et que c'est l'excellence de la donnée qui va produire des résultats de qualité par rapport à l'IA. Et puis il y a un autre point qui est clé, et tu parlais de la santé, mais c'est également vrai par rapport au retail, etc., c'est la problématique de la sécurité, c'est toutes les problématiques juridiques. Voilà. Le droit se glisse dans ces questions. Alors l'Europe est toujours extraordinaire pour ça, puisqu'elle n'a pas les technologies, mais en tout cas elle a les règles. Et elle a une approche qui est très constructive et très, très intéressante, qui est de dire, finalement, l'IA doit être considérée comme un produit, c'est très intéressant, et ce produit, pour pouvoir le maîtriser, il faut avoir une approche par les risques. Et donc il y a toute une classification qui va se faire et qui se met autour de ça. Et on va, au cours de nos différents webinaires, essayer de montrer
qu'il faut surmonter ces risques et qu'il faut regarder un petit peu tout ce qui va pouvoir améliorer la société. Alors justement, au bout de maintenant 2 ans, presque 3 ans d'utilisation de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui a changé au niveau de la stratégie pour les entreprises? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé au niveau de la stratégie de l'entreprise, et ça rejoint ce dont tu viens de parler, Gérard, c'est que, en fait, on se rend compte, et on a fait une étude, là, on a complété une étude américaine récente à ce niveau-là, c'est que certaines entreprises ont décidé d'interdire l'IA, notamment dans les domaines de la santé, dans le domaine de la finance, etc. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, voilà. Ils ont eu peur, ils ont dit, on interdit l'IA. Mais c'était les universités aussi, certaines universités qui l'ont fait, rappelle-toi Sciences Po, oui. Il y a eu pas mal, et c'était une mauvaise idée, de toute façon. De toute façon, c'est une mauvaise idée, puisque les statistiques que l'on a montrent que les gens utilisent. Ouais, et oui, mais c'est que sans contrôle. Il y a 11% des entreprises, selon cette étude, qui interdisent à leurs employés d'utiliser l'IA. Interdiction formelle, écrite. Parce que on reviendra dessus, mais il y a la majorité des entreprises n'ont pas de politique par rapport à l'IA. Donc elles ne parlent même pas de l'IA, elles font comme si ça n'existait pas. Mais il y en a 11% qui interdisent l'utilisation de l'IA. Sais-tu quel pourcentage des employés de ces entreprises-là utilisent l'IA? On est au-delà de 1 sur 2. Eh oui, tout à fait. 50% des employés des entreprises, alors des employés sur des métiers intellectuels, bien sûr, mais 50% des employés de ces entreprises utilisent l'IA de façon cachée. Alors tu sais, ça me rappelle un petit peu dans l'informatique quand on parlait de Shadow IT. Donc en fait, on verrait apparaître un nouveau concept qui serait le Shadow IA. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, en interdisant l'utilisation de l'IA sans contrôle, donc c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont l'utiliser, ça peut avoir des conséquences graves pour une entreprise. Ah oui, c'est dramatique. Ça peut être dramatique. C'est en tout cas grave, et ça peut être dramatique tout simplement parce que, et cette étude le montre également, c'est que dans les entreprises qui interdisent l'IA, évidemment, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'encadrement. Il n'y a pas d'outils qui sont recommandés, etc. Et donc, à partir de là, les gens bricolent. Et ils bricolent, et ça sera intéressant, à mon avis, de revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que les gens vont sur l'IA alors que leur entreprise les interdit? C'est qu'ils ne font pas quelque chose d'interdit, histoire de braver une interdiction. C'est sans doute plus profond que cela, et ça revient sur les thèmes qu'on avait abordés tout au début. C'est ça, à mon avis, qui est très intéressant. C'est que, en fait, il y a une corrélation très claire entre l'utilisation, le niveau d'expertise qu'ont les utilisateurs et le fait que les entreprises interdisent l'utilisation de l'IA. Et la corrélation est très simple, c'est que une interdiction de la part de l'entreprise, ça veut dire que le niveau des utilisateurs est extrêmement bas. Ce sont des béotiens, ce sont des néophytes. De toute façon, on se rend compte que dès lors qu'une nouvelle technologie arrive, en fait, il faut former les gens, et plus ils sont formés, meilleurs ils sont. Donc ça c'est un point évident. Moi, je prends l'exemple, par exemple, pour le barreau de Paris. En fait, il a été mis à la disposition de 14 000 avocats de petites structures d'utiliser l'IA pour connaître, et ils deviennent très compétitifs. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour moi l'autre conséquence, c'est que finalement, l'IA, c'est un outil à senior. Elle permet en fait à ceux qui savent dompter les prompts de pouvoir bien poser les bonnes questions. Ça permet de gagner du temps, mais ça permet aussi à ceux qui étaient moins bons de devenir meilleurs. Et c'était ceux qui étaient moyens qui sont en fait les laissés pour compte. Et donc il faut former, et ça c'est un vrai enjeu, la formation. Tout à fait. Former, informer, parce que justement les béotiens, notamment les entreprises qui interdisent l'IA, et donc qui interdisent l'IA parce que le secteur est à risque. C'est des entreprises de santé, puisque dans les entreprises de santé, de mémoire, en tout cas selon cette étude, 12% des entreprises de santé, 12% des entreprises ayant trait à la finance utilisent de l'IA clandestinement. Non, les employés, 12% des employés utilisent clandestinement de l'IA, donc font du shadow IA, comme tu l'as dit. Et alors, donc ce shadow IA, c'est quand même gravissime parce que ça engage la responsabilité de l'entreprise. Ça veut dire également que sur la question de la transparence,
il y a en fait une utilisation qui n'est pas loyale, et donc on peut même aussi se poser la question et s'interroger pour savoir si on n'est pas sur des pratiques commerciales trompeuses, où on fait croire que c'est une prestation qui a été réalisée par un travail d'une personne humaine, or en réalité elle s'est fait aider. Et ça serait si simple de dire qu'on condamne pas quelqu'un parce qu'il utilise un stylo. En revanche, si jamais il dit qu'il l'a fait à la main, il y a un problème. Or là, aujourd'hui, on va avoir quand même des difficultés avec ces utilisations. Et oui, et en fait, pourquoi est-ce que les gens utilisent l'IA alors que leur temps? Alors, oui, il y a deux raisons. La première, c'est gagner du temps. Et la deuxième, c'est aussi parce qu'ils ont peur. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais en préambule, Gérard. C'est que, ça leur permet de gagner du temps, donc d'être plus efficient. Puisque le gain de temps par rapport à une personne qui maîtrise un peu l'IA, c'est ce sont des verbatims, donc c'est forcément un peu exagéré, mais on a de 2 à 3 heures par semaine qui sont gagnées du fait de l'utilisation de l'IA. Et quand on monte à un niveau expert, on est jusqu'à 10 heures par semaine. Alors, c'est un vrai problème, ce Shadow IA, pour une raison très simple, c'est que le vrai travail, c'est de contrôler les résultats qui ont été obtenus de l'IA, de les vérifier, et c'est ça la vraie valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est notamment, j'ai posé la bonne question parce que je savais où je voulais aller, et ensuite je vais vérifier et contrôler, et le livrable que je vais pouvoir donner est quelque chose qui est juste, exact, fiable. Tout à fait. Et également, il y a un problème de transparence, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir indiquer qu'on a utilisé un outil, et ça fait partie en fait des prérequis dans une démarche. Donc l'IA a changé complètement la manière aujourd'hui de travailler. Est-ce que tu penses que ça va continuer ou on est arrivé à un point culminant? Alors, je pense que on est arrivé, puisque bon, on peut se dire, est-ce qu'il y a plusieurs articles qui, ça a fait même d'ailleurs, je crois, la une de The Economist. Est-ce que la bulle de l'IA va éclater? Et donc on dit, en 2025, oui, sans doute que ça va éclater, parce que quand on voit les valorisations, les croissances de valorisation qui existent, on est avec des acteurs. On parlait là d'OpenAI, etc. Ce sont des acteurs, et comme tous les acteurs à peu près qui éditent de l'IA, qui ne sont pas rentables. On a l'immense majorité des acteurs de l'IA ne sont pas rentables. Enfin, ils ne sont pas rentables. Regarde, Microsoft, il augmente toutes ses licences en disant il faut que j'amortisse maintenant ce que j'ai dépensé dans l'intelligence artificielle. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il soit rentable. Non, mais il sera à un moment donné. Alors, il sera, mais Microsoft a le temps, tandis que l'immense majorité des acteurs n'ont pas le temps, d'autant plus que le traitement l'apprentissage des IA coûte de plus en plus cher, et c'est exponentiel. Alors, donc, il y a un moment où les investisseurs vont prendre peur, comme pour la bulle Internet. Et c'est généralement au moment où ça commence à fonctionner que les investisseurs prennent peur. C'est ce qui risque de passer, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'IA est condamnée. Au contraire, l'IA est... De toute façon, on l'utilise à longueur de temps. C'est dans notre smartphone. Voilà. Moi, je pense que ça va se développer. Ça va se développer. On n'est qu'au début. On est qu'au début. Alors, justement, toi qui es un stratège au niveau commercial et qui regarde un petit peu comment se fait-il qu'Apple n'est pas du tout dans cette course à l'IA? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, ils m'ont pas appelé, malheureusement. Donc, je n'ai pas une réponse... Une réponse directe. Je pense que Apple, il faut leur reconnaître une chose, c'est leur respect par rapport à leurs utilisateurs, à leurs clients. C'est pour ça qu'ils vont payer beaucoup plus cher leurs outils, parce qu'il y a le fait qu'ils garantissent un niveau de résultats et surtout un niveau de sécurité. Et donc tu considères que ce qui est donné aujourd'hui n'est pas... Je pense qu'Apple attend que la technologie soit plus mature, qu'en termes de qualité des réponses, de satisfaction de l'expérience utilisateur et de la prise de risque par rapport aux données personnelles notamment, eh bien, qu'il ait bien encadré cela. Après, ils ont des capacités financières telles que, même s'ils ont pris un peu de retard,
C'est vrai parce que parmi les risques qui avaient été présentés autour de l'intelligence artificielle, il y avait les hallucinations. Oui. Et en même temps, nous on voit par exemple dans la profession d'avocat, les éditeurs juridiques ont mis en place toute leur base de données et en fait il y a très peu d'hallucinations parce qu'on part avec des données qui sont relativement fiables, qui ont été enrichies à bon escient. Il y a juste la mise à jour, mais sinon on a quelque chose qui est relativement efficace. Oui, alors en fait, on voit que les IA, alors on parlait d'IA générative, etc., mais on se rend compte que les IA deviennent hybrides, c'est-à-dire que voilà, hein, donc on a plusieurs types d'IA qui sont utilisés, ne serait-ce que pour contrôler le corpus sur lequel va travailler l'IA générative. Hein. Donc c'est les fameux RAG, etc. Et donc ça permet de bien cadrer finalement les capacités de génération des IA génératives en finalement limitant et en mettant beaucoup de contrôle. Hein. Et de toute façon, il y a même, je dirais, parce que tu m'as un peu taquiné avec le hype de Gartner, mais on voit que sur le hype de Gartner, qui a été publié tous les mois d'août, et donc en août 2024, on a par exemple l'IA causale, hein, c'est-à-dire est-ce que, et ça c'est encore, c'est pendant 3 ou 4 ans, mais c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est en fait de bien valider les causalités, hein, et faire en sorte que ce que va proposer et ce que va décider, parce qu'on arrive mécaniquement, on avait déjà fait des petits déjeuners il y a 7-8 ans sur ces problématiques d'algorithmes non seulement prédictifs, mais également d'avoir des algorithmes qui prennent des décisions, donc d'algorithmes décisionnels. On arrive à ces niveaux-là, au niveau de l'IA, c'est-à-dire que l'IA va prendre de plus en plus des décisions. Et donc, il faut que cette IA soit cadrée. Et qu'est-ce que tu dis autour des... L'année 2025, c'est aussi l'arrivée des agents intelligents. Et quelle est la différence que tu fais entre l'IA générative et l'agent intelligent? Et pourquoi l'agent intelligent devrait aujourd'hui avoir le haut du pavé? Alors est-ce que ça sera aujourd'hui? Alors, il est vrai qu'il y a de grosses annonces. En fait, la grosse différence entre eux, qu'apportent les agents intelligents? C'est le fait de pouvoir se passer des prompts. Il n'y a plus à écrire des prompts. Hein. Parce que c'est vrai que c'est pénible, peu de gens... Il y a une technique, hein, même si finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande un effort cognitif. Hein. De donner le cadre, de bien expliquer quel type de résultat l'on souhaite, etc. Eh bien, oui, il y a un effort à fournir. Et la promesse de l'agent, c'est de se passer des prompts. Alors, c'est le grand hype, c'est sûr. On se reverra sûrement l'année prochaine à la même époque. On verra si réellement ça fonctionne. De mon point de vue, on en est encore à des prototypes et on va être assez déçu par les agents intelligents et ça sera sans doute accessible à tout le monde, peut-être dans 3 ou 4 ans. Mais dire que 2025, c'est l'année des agents intelligents, je te propose qu'on en reparle parce que c'est des niveaux de complexité qui sont tout de même très élevés. Et déjà, qu'une IA réponde bien à un prompt, qu'elle soit bien cohérente par rapport à une réponse de prompt, ça sera déjà beaucoup, à mon avis. Moi, je dirais qu'en tout cas, l'arrivée de l'IA a bousculé quand même tout le droit de la propriété intellectuelle. On parle d'un droit augmenté, de propriété intellectuelle augmentée, qu'il y a des questions qui sont fondamentales. Qu'est-ce que la création? À partir de quand cette création peut être protégée? On a aussi cette notion d'auteur. Aujourd'hui, seul un auteur peut-être qu'une personne physique, une machine ne crée pas, mais bon, donc on est, enfin, il y a toute une série de points qui sont venus interférer dans l'approche que l'on avait. Qu'est-ce que c'est que l'originalité? Donc on a plein de questions qui vont arriver. Jusqu'où va le droit moral? Qu'est-ce que c'est que le respect de l'œuvre? Où commence la paternité? Où elle finit? Il y a donc
tout ce droit est en ébullition et à mon avis, il va y avoir de gros changements. C'est la même chose dans le droit de la consommation. C'est la même chose aussi avec ces données de synthèse. Ça pose un vrai problème. On a des données qui s'auto-créent et qui créent des contenus, mais il n'y a pas du tout la patte humaine. Donc tout ça, est-ce qu'on ne va pas arriver à ce que finalement l'homme va devenir l'esclave de la donnée ? Alors qu'en fait, à la fin, ça pourrait être ça. Derrière des algorithmes, est-ce qu'on n'a pas ce risque ? Il y a toujours ce risque-là. Après, l'IA sera ce qu'on en fera. Quand on est sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, on dit finalement on va gagner du temps. Mais est-ce que c'est le but de l'homme de gagner du temps ? Alors mon cher Gérard, c'est une question. C'est la densification du temps. Il paraît que le fait d'avoir de l'argent, que finalement la force du capitalisme, et donc le fait d'avoir de l'argent, densifie le temps. C'est peut-être cela l'objectif, c'est la densification du temps. Et l'IA nous promet, alors c'est peut-être une promesse... D'avoir plus de temps ? C'est peut-être une promesse luciférienne, mais nous promet peut-être d'avoir cela. Mais d'avoir plus de temps pour faire quoi ? Regarder des écrans ? Non, peut-être retomber dans l'osium qui était l'osium romain, c'est-à-dire la capacité à ne rien faire et à jouir de l'instant. C'est peut-être ça. Ce serait formidable finalement. Oui, c'est peut-être ça la grande promesse de l'IA, c'est ça. C'est la promesse de ne plus avoir à se préoccuper de quoi que ce soit. Jean-Paul, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'à la fin, l'IA pourra nous rendre heureux ? Je te pose cette question parce qu'en fait on dit que l'IA c'est nous faire gagner du temps. Et donc si le temps ça nous permet de méditer, de jouir de la vie, est-ce qu'elle pourrait peut-être nous aider à construire notre bonheur ? Oui, peut-être, si elle nous rend conscients de notre finitude et du fait qu'on doit jouir de chaque instant présent, comme nous jouissons de l'instant que nous passons ensemble, mon cher Gérard. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de nous permettre de densifier le temps. Mais au final, notre bonheur est toujours dans nos mains et ça ne dépend pas que d'une IA. Alors, je te pose une autre question alors. Est-ce qu'à la fin, l'IA ne va pas être l'objectif, notre propre malheur, le porteur de notre propre malheur ? Ça peut l'être, mais c'est nous qui en déciderons, nous en tant que race humaine. Est-ce que tu penses qu'il faut interdire qu'on utilise l'IA comme arme de guerre ? Une interdiction, je pense que ça ne fonctionne jamais. Est-ce que, par exemple, piloter des drones pour se défendre grâce à l'IA est quelque chose qui peut protéger un pays et lui permettre de résister ? Je pense que le fait d'interdire certains types d'armes, que ce soit en défense ou en attaque, dans les faits, on sait très bien que les États sont tous voyous et donc ils feront en sorte que ça devienne un avantage pour eux de ne pas respecter les interdictions internationales. Donc l'interdiction, c'est de l'ordre de la moraline, comme aurait dit notre ami Nietzsche. Dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de l'informatique, en fait, on a vu qu'un mauvais usage ou un mauvais contrôle ou des interdictions conduisaient à du shadow IT. Oui. On voit également que une interdiction de l'IA peut conduire à du shadow IA. Est-ce que finalement, c'était pas inévitable ? Oui, c'est inévitable. Je suis bien d'accord avec toi. Donc il faut contrôler, mettre en place des chartes Internet, oui. Des chartes IA, bien former les gens, c'est peut-être la solution. Et sensibiliser, mais il ne faut pas leur interdire. D'accord. Merci Jean-Paul et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast. Avec plaisir mon cher Gérard, merci à toi.